troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Boyo, juriste et enseignant en droit public, et de notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombé. Et tout de suite, la Banque africaine de développement s'engage à collaborer avec les banques centrales d'Afrique pour soutenir la gestion efficace des devises étrangères rapatriées par les expatriés africains et les travailleurs migrants. L'initiative de l'institution panafricaine vise à freiner les flux de capitaux illicites. Siamo Victoria Sedji. Pour soutenir la gestion efficace des devises étrangères rapatriées par les expatriés africains et les travailleurs migrants, la Banque africaine de développement a promis qu'elle collaborerait avec les banques centrales d'Afrique. L'objectif est de freiner les flux de capitaux illicites, renforcer la collecte des recettes fiscales et l'échange d'informations pour améliorer le suivi des marchés financiers nationaux. Il existe clairement de grands défis qui contribuent aux flux financiers illicites. Pour stimuler les ressources financières nationales, nous avons besoin de grandes réformes fiscales et sur les marchés mondiaux des capitaux. En Afrique centrale, comme un peu partout sur le continent, le vol, la corruption et les activités criminelles, y compris le trafic de drogue et l'évasion fiscale, sont les principaux moteurs de ces flux financiers illicites. Selon Global Financial Integrity, groupe de réflexion basé à Washington, les fuites de capitaux illicites en Afrique subsaharienne représentaient fin 2014 entre 7,5 et 11,6% du commerce global. Les flux financiers sont importants et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'ils relèvent de centaines de milliards de francs CFA. Mais on reste toujours dans le cadre de la présomption d'innocence. La composante commerciale des flux financiers illicites est le résultat des activités des entreprises locales comme étrangères. Plusieurs organisations de promotion de la bonne gouvernance appellent à de nombreuses actions, notamment au niveau de l'architecture financière sous-régionale, jugée peu fiable. Jean-François, la fuite des capitaux illicites, on peut parler de véritable fléau pour l'économie africaine ? C'est un fléau pour l'économie africaine, mais c'est un fléau pour toute économie, parce que il y a un certain nombre de nos congénères sur cette terre qui ne trouvent pas mieux que de se livrer à des activités qui sont interdites et qui sont généralement assez fructueuses, en tout cas qui rapportent beaucoup d'argent. Et il faut bien pouvoir les recycler dans le circuit normal, d'une certaine manière. Il y a, les financiers le savent très bien, et les banques centrales notamment, qu'il y a des mécanismes qui permettent cela. Donc c'est un fléau pour l'Afrique, mais le chiffre qui a été annoncé tout à l'heure ne peut être qu'une estimation, parce que nous savons aussi qu'en Afrique, il y a un taux de bancarisation qui varie d'un pays à l'autre, mais qui est extrêmement faible par rapport à d'autres parties du monde. Or, on ne peut suivre ce type de mouvement et lutter contre ce type de mouvement qu'à travers ce qui est officiel, ce qui a été officialisé, ce qui est dans les circuits bancaires. Or, on peut multiplier ce chiffre par 2, par 3, éventuellement, si on prend en compte les fluctuations qui vont de main en main, de valise en valise, etc. C'est un vrai fléau, effectivement, mais il était temps que les institutions africaines le prennent à bras-le-corps et que la Banque africaine de développement s'y mette, c'est pas plus mal. Mais c'est une lutte de longue haleine. Patrick Boyo, quand le vice-président de la BAD, on l'entend dans le reportage, parle de la nécessité de grandes réformes fiscales. Quelles peuvent être ces grandes réformes fiscales? Le problème ne se situe pas au niveau de la fiscalité, justement. Parce que quand on parle à juste titre des flux financiers illicites, c'est une personne qui a des activités illicites n'ira pas demain les déclarer aux impôts. Donc il se trompe un petit peu de démarche. Je pense qu'il faudrait associer la répression, les services de répression derrière. Et commencer d'abord par fiabiliser le système de flux réguliers des activités licites. Parce que quand on a dans cette région, notamment dans un pays comme la RDC, où on a 2 banques qui, en l'espace de quelques mois, en moins d'1 an, font faillite, coup sur coup, et ce sont des banques où la population où on retrouve le plus de services d'épargne, des maigres ressources de la population et des jeunes qui sont en train de se considérer aujourd'hui la classe moyenne. Il y a un sérieux problème. Il y a d'abord un problème de fidélisation, en tout cas de viabilité des institutions financières dans cette région africaine, cette sous-région de l'Afrique centrale, mais aussi pour les activités illicites.
associer la répression judiciaire, policière ou de la gendarmerie dans cette démarche afin d'aboutir d'une part à ce que les personnes qui sont dans le système économique informel aient confiance aux institutions et que ces institutions soient viables, elles-mêmes respectent les règles de la bonne tenue des comptes et ne pas se retrouver demain avec des banques qui font faillite et qui n'indemnisent pas les personnes qui ont vu leurs avoirs se volatiliser, mais aussi, d'autre part, la fermeté. Donc, confiance pour les usagers des institutions financières, les usagers des banques, d'une part, mais aussi répression ferme et sévère sur le plan judiciaire quant aux activités illicites. Jean-François, vous êtes d'accord avec les solutions avancées par Patrick Boyo ? Oui, entièrement d'accord avec ces solutions-là, auxquelles j'ajouterais qu'il faudrait, dans nos pays, créer un environnement public qui soit à même de permettre de mener cette lutte-là, ce qui met l'accent sur l'importance des institutions de bonne gouvernance dans nos pays, parce que, après tout, nos téléspectateurs le comprendront très bien, lorsque ce sont les gouvernants eux-mêmes qui s'adonnent à des trafics, qui s'adonnent à des activités illicites ou qui ont des parts dans le trafic de drogue ou dans des malversations, vous imaginez bien que le système lui-même ne va pas militer en faveur d'une efficacité dans la répression. Donc il faut ce troisième élément m'apparaît nécessaire pour pouvoir actionner les deux autres éléments que je partage avec notre invité. Merci. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, les prévisions relatives à la production cotonnière de 2017-2018 s'établissent à 350 000 tonnes, une légère hausse par rapport à la saison précédente. Le secteur cotonnier ivoirien est confronté à des difficultés depuis un an, dont la baisse du nombre de cotonculteurs. Siamo Victoria Sedi. La Côte d'Ivoire table sur une production de 350 000 tonnes de coton sur la campagne 2017-2018. Si ce chiffre est atteint, le pays produira 10 000 tonnes de plus par rapport à la saison 2016, où sa production a chuté de 31% comparativement à la saison 2014-2015. Rappelons que sur cette période, le pays avait fait un chiffre record de 450 000 tonnes. Il faut mettre en place un mécanisme qui part de l'augmentation du prix à l'encadrement efficace et efficient des cultivateurs de coton. Donc il faut les encadrer, il faut réduire aussi le prix des intrants parce qu'il y a une forte spéculation sur le prix des intrants. Il va falloir réguler ce secteur pour que les intrants reviennent moins chers aux cotonculteurs et aussi diminuer le nombre d'intermédiaires qui vont payer à plus bon champ. Troisième producteur ouest-africain d'or blanc après le Burkina Faso et le Mali, la Côte d'Ivoire doit faire face à plusieurs difficultés qui contrarient le développement du secteur. La filière coton doit surtout relever le défi des aléas climatiques. À cela s'ajoute une baisse des superficies cultivées ainsi qu'un recul du nombre de producteurs de 121 305 en 2015 à 113 532 en 2016. Il y a l'arrivée de la NACAD qui offre beaucoup plus de possibilités et qui a deux traites contrairement au coton qui a une seule récolte. La NACAD aujourd'hui a deux traites dans l'année. La NACAD qui est un autre produit de rente est en train de prendre le dessus sur le coton dans la partie nord. Que le gouvernement a augmenté de 6% le prix du kilogramme de coton. Le gouvernement devrait augmenter encore le prix du kilogramme. À l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire veut atteindre 600 000 tonnes de coton. Des analystes estiment que l'atteinte de cet objectif est assujettie à la mise à disposition des financements garantissant l'industrialisation de la filière. Patrick Boyo, comment vous expliquez ce phénomène de baisse du nombre de cotonculteurs ? Le numérique, premièrement. Le numérique, parce que notre génération, hélas, trouve que c'est plutôt plus valorisant d'être derrière un ordinateur en train de créer des applications et plein de choses plutôt que se mettre sous le soleil à cultiver et à labourer. Et le problème, le comble de cette situation, c'est qu'il y a maintenant des États étrangers, notamment la Chine, l'Inde, qui viennent acheter des hectares, des parcelles de terre énormes pour leur indépendance économique en matière alimentaire, bien entendu. Et la difficulté, c'est que les pays africains n'ont pas encore compris pour le moment l'intérêt de ce deal, parce que c'est bien, on peut vendre des terres si on n'a pas la possibilité de les cultiver, mais on peut travailler de telle sorte qu'il y ait un échange, c'est-à-dire pour chaque tonne d'aliments qui est
qui est renvoyé dans le pays de destination, que le pays d'accueil puisse bénéficier d'un certain pourcentage pour sa propre population. Non, les autorités africaines, en tout cas pour la plupart des cas, pensent d'abord à l'argent. Ils se disent, voilà, vaut mieux louer ces terres que ces pays viennent acheter. Bon, en réalité, ce sont des locations ou des bails à longue durée, mais en tout cas à terme, parce qu'on a besoin d'argent. Mais à quoi sert l'argent à partir du moment où il y a des populations à côté qui meurent de faim? Donc moi, je pense que ce serait plus important de conscientiser les jeunes que le numérique c'est bien, c'est l'avenir, mais le numérique ne peut pas tout. Demain, vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur si vous ne savez pas manger. Donc l'agriculture reste la base et l'indépendance alimentaire est la première chose à acquérir plutôt que chercher à créer des applications. Jean-François, quelles peuvent être les mesures incitatives pour inciter les jeunes Africains à se tourner vers les métiers de l'agriculture? D'abord, des campagnes de sensibilisation, ce serait une bonne chose. Des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits, pas seulement de l'agriculture, mais du statut de paysans et d'agriculteurs. On est resté encore aujourd'hui avec des représentations du paysan qui datent de plusieurs décennies, alors que nous sommes dans un monde quand même qui a évolué. Et d'ailleurs, l'exemple que vous donniez tout à l'heure est tout à fait parlant. Ce sont des compagnies étrangères qui viennent mécaniser à outrance et puis l'agriculture dans nos territoires, alors que nous sommes tout à fait capables, à travers des établissements de formation, mettre l'accent de la formation sur la formation technique, par exemple, inciter les jeunes à créer des entreprises d'agroalimentaire, parce que l'autre élément, c'est aussi la transformation des produits sur place. Il est bien beau de cultiver du coton, d'augmenter la capacité en coton, si on n'a pas sur place des usines de transformation pour fabriquer du tissu, pour fabriquer d'autres choses. Il y a beaucoup de mesures qui pourraient être prises pour inciter. Bon, s'agissant de la Côte d'Ivoire, je pense que nous n'avons pas le temps de développer ces mesures-là. J'ai évoqué tout à l'heure la transformation dans le domaine du coton de la Côte d'Ivoire est un peu plus avancée que d'autres pays. Mais regardons de plus près. Juste un dernier mot pour dire que on posait la question tout à l'heure, notamment de la gestion des terres par les États africains. Il y a un pays qui a fait une avancée qui est passée quasiment inaperçue, c'est le Sénégal, qui lors de la dernière révision a inscrit dans sa constitution comme patrimoine commun des Sénégalais la terre. Notamment. Et ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement intéressant. Il faut voir maintenant ce que le Parlement sénégalais en fait, comment on le décline, etc. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le troisième volet de cette semaine consacrée au Togo. Patrick Mboyo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle votre ouvrage « Les clauses sociales dans les marchés publics » qui s'était publié aux éditions L'Harmattan. Et Jean-François, merci d'avoir été là. Fanny, c'était un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.